On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 10h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94,3. Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 10h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94,3. Chaque midi, le Guide alimentaire canadien vous recommande de manger 2 portions de fruits et légumes, une portion de viande et substituts, une portion de produits laitiers, mais surtout une grosse portion d'informations. Ça tombe bien, Chiz t'offre l'émission Les Affamés tous les jours en semaine de midi à 13h. Au menu, entrevues, actualités, débats et chroniques. Avide de découvertes? Tu vas être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca. Bonheur et vice-versa est une heureuse présentation des services Consult Options. Partez à la découverte de vous-même. Du bonheur pour 1 heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. Mercredi, 11h01, vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa qui commence maintenant. Maxime Dumais, votre animateur pour la prochaine heure de cette émission qui s'intéresse au monde de l'orientation, du bien-être, de la relation d'aide. Et je suis en compagnie de 2 expertes de ces sujets qui sont conseillères d'orientation. Bonjour Annie. Hey, allô Maxime. Bonjour Josiane. Allô. Alors, on est de retour pour notre 7e émission. J'aime bien ça, les nommer par leur numéro, parce qu'on dirait qu'à toutes les fois, on peut remarquer l'évolution de notre beau projet de radio. Les filles, je sais pas si vous pensez un peu comme moi. Absolument. En fait, on réalise à chaque fois à quel point on a trop de contenu puis on a beaucoup trop de choses à dire. Exactement. Mais c'est un beau problème. Ouais. Quand même. Tantôt, on a quand même vécu un beau moment. Oui. On a enregistré notre auto-promo. Et on a eu un beau délire, toi et moi, sur la chanson Happy Day. Oh, Happy Day, ouais. Qui n'a même pas été enregistré. Non, on a comme fait un petit rap de Oh Happy Day. Ça va rester inédit. Ouais, alors tantôt, on a enregistré donc notre nouvelle publicité qui sera diffusée sur les ondes de Chiz au cours des prochaines semaines. Ça nous rappelle à quel point c'est un projet qui, à la base, on pense à faire une émission de radio, puis on pense pas à toutes les dérivés, en fait, que ça peut prendre par la suite, comme enregistrer une publicité radio. C'est toutes les tâches connexes? Oui. D'autres tâches connexes. Ça nous sort de notre zone de confort, puis souvent, je pense que c'est des choses que vous dites justement à vos clients dans vos consultations en orientation, que sortir de sa zone de confort, ça peut être très bon, justement, pour le bien-être, pour plein de choses. Ben, il y a 2 semaines, notre invitée Lisette et ses charmants invités en avaient beaucoup parlé, je trouve, justement, avec les stages qu'elle offrait à ces jeunes-là. En fait, c'est pas elle qui offre les stages, mais les stages qui sont offerts à ces jeunes-là. Je trouve que c'est un bel exemple de sortir de sa zone de confort. Exactement. Donc, aujourd'hui, au menu, les filles, qu'est-ce qu'on a? Ben, premièrement, on va écouter nos chansons bonheur de la journée, évidemment. Oui. Ensuite, on va avoir en entrevue Marie-Ève Simard dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. On visite, on reçoit en visite Monsieur Jean Poirier du SPLA qui, en fait, vient nous faire une chronique sur l'importance des stages dans les formations scolaires et ça marque le début d'une belle collaboration avec le SPLA. Ils vont être ici à chaque 2 semaines pour une collaboration bimensuelle. On est vraiment content d'avoir une collaboration avec le service de placement de l'Université Laval. On démystifie un mythe de l'orientation. Les CO peuvent évaluer les retards mentaux, vrai ou faux? On vous en parle un peu plus tard à l'émission et on commence par l'actualité du jour que Josiane nous a préparé. Oui. Ben en fait, j'en avais 2. Capsule bloc-notes. Prends des notes. Nouvelles du marché du travail, actualités d'orientation, événements sur le monde de l'emploi et vice-versa. Capsule bloc-notes. Prends des notes.
Alors, Josiane, tu disais que tu avais 2 actualités aujourd'hui, puis tu as dû faire un choix entre les 2? Oui, exactement. Ouais. Puis étant donné que notre invité va nous parler du premier sujet en question, qui est la semaine de prévention du suicide. Exactement, on va parler un peu plus en profondeur plus tard dans l'émission. J'ai trouvé autre chose. C'est pas vraiment une actualité comme telle, là, parce que en fait, c'est une nouvelle. C'est quelque chose qui a retenu ton attention. Puis je pense que c'est un site Internet qui t'a vraiment accroché. Oui, vraiment, c'est ça. En fait, c'est un site Internet qui s'adresse aux gens de 50 ans et plus, particulièrement, qui se cherchent un emploi. Donc, les gens qui sont soit déjà à la retraite, qui veulent retourner sur le marché du travail ou qui perdent leur emploi suite à plusieurs raisons, là, qui se cherchent autre chose. À 50 ans, des fois, malheureusement, ça peut être un peu plus difficile de trouver un emploi. Il y a certains emplois, des fois, qui c'est écrit sur Emploi Québec, les gens de 50 ans et plus sont invités à postuler, mais c'est pas la majorité nécessairement non plus qui encourage les gens de 50 ans et plus à postuler. Donc, ce site-là a été fait en collaboration avec la FADOC et il a été appuyé également par le gouvernement, par Famille Québec. Puis, ça vise à associer finalement des chercheurs d'emploi de 50 ans et plus et des employeurs potentiels qui cherchent cette clientèle-là. Donc, c'est vraiment intéressant. J'entends que l'idée du site, c'est un appariement, en fait. Oui. Exactement. C'est un site de recherche d'emploi. Ouais, donc, il y a une banque, les employeurs vont sur ce site-là, déposent des offres d'emploi, puis les chercheurs d'emploi peuvent s'inscrire et faire une recherche d'emploi, déposer des CV, etc. Ils sont sûrs que la personne qui a déposé l'emploi recherche quelqu'un qui est dans leur tranche d'âge, en plus. En plein ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, le site est vraiment bien fait, c'est facile à naviguer, c'est gratuit. Puis, il y a une liste de ressources disponibles aussi pour les gens. Donc, le répertoire des CO en privé, des organismes communautaires gratuits pour les aider dans leur cheminement de recherche d'emploi, un modèle de CV, il y a des articles disponibles, c'est vraiment très intéressant. Puis on s'entend que de nos jours, souvent, à 50 ans, on dirait qu'il y a comme maintenant la crise de la cinquantaine, on dirait que les gens ont besoin d'avoir une deuxième carrière. Le mi-temps de la vie. Oui, c'est ça, le mi-temps de la vie, parce que là, on parlait de la crise de la quarantaine, mais à mon avis, pas de mon avis, mais en tout cas, à ce que je remarque que présentement dans la société, on dirait qu'elle a changé de place, cette crise de la quarantaine-là, puis c'est devenu la crise de la cinquantaine. Oui, puis il y a aussi tout le fait, on parlait la semaine dernière de la préparation à la retraite, un des ateliers qui est offert à la clinique. Puis il y a beaucoup de gens qui, à leur retraite, veulent travailler, mais qui veulent plus nécessairement faire le travail qu'ils faisaient avant leur carrière. Ils veulent faire autre chose. Une initiative comme ce site-là, je trouve que c'est très pertinent parce que pour trouver, mettons, un emploi non qualifié pour s'occuper à temps partiel, mais ça peut être des emplois qualifiés aussi. Oui, oui. Puis le rôle du conseiller d'orientation, comme ce à quoi tu fais référence, c'est ce que j'allais te demander. C'est d'utiliser, en fait, de prendre les compétences que la personne a acquises dans ses expériences, puis de faire de ces compétences-là ce qu'on appelle des compétences transversales. Donc, on peut utiliser dans un autre métier. Exemple, toi, là, Maxime, tu as étudié en radio, en communication. Oui. En ce moment, tu es en orientation. On s'entend que le lien n'est pas nécessairement direct, mais tu as acquis des aptitudes de communication. Et tu es là en ce moment à faire une émission de radio. Puis quand j'ai commencé en orientation, j'allais chercher longtemps comment j'allais pouvoir marier ces deux passions-là. Puis j'avais un peu de peine de quitter le monde de la communication. Puis vous m'arrivez il y a quelques mois en me disant, Maxime, on veut animer une émission de radio et on sait que tu as de l'expérience là-dedans. Et voilà, aujourd'hui, j'anime cette émission-là. Puis c'est comme le plus beau moment de ma semaine. Tant mieux. Premièrement, tant mieux. Deuxièmement, puis c'est ça, faut pas sous-estimer les expériences qu'on a eues, même si finalement on se réoriente ou qu'on s'en va dans d'autres choses ou qu'on veut plus faire l'emploi qu'on faisait, puis qu'on est rendu à 50 ans pour rester dans le même thème. C'est ça, c'est que toutes les compétences qu'on a acquises à travers, par exemple, un plan de compétences, c'est la première chose qui me vient en tête quand on me parle de compétences. Mais quand on fait ça, un plan de nos compétences, on se rend compte qu'il y en a plein qui peuvent être transférables dans un autre milieu ou qu'on peut aller rechercher et qui peuvent nous permettre même de nous démarquer dans un autre milieu. Exactement. C'est un beau message d'espoir, en fait, qu'on lance à la population, aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être une cinquantaine d'années, qui ont peur que la retraite qui s'en vient, en fait, il peut avoir une certaine deuxième vie à votre carrière. Exact. Et en allant consulter ce site-là, vous pouvez peut-être, en fait, aller l'explorer pour vous donner une idée des possibilités d'emploi, mais vous pouvez aussi aller consulter un conseiller d'orientation pour pouvoir vous guider dans ce choix-là. On va mettre le site sur la page Facebook. En fait, tout le long de l'émission, vous allez voir qu'on va avoir quand même beaucoup d'informations, qu'on va pouvoir peut-être
vous référer sur Internet. Fait que ce soir ou demain, je m'engage à vraiment vous poster tous les sites Internet qu'on va vous parler durant l'émission, en même temps que je vais vous donner des petites photos de notre enregistrement de notre auto-promo tantôt où on faisait les Avec fous. moi rouge comme une tomate parce Ouais. que j'ai chaud. Alors maintenant, Annie, c'est le temps d'écouter la chanson Bonheur, mais ta chanson Bonheur de la semaine. Bonheur. Quelle est-elle, cette chanson Bonheur? Ça s'appelle Crazy Swing. Moi, dans la vie, j'aime beaucoup l'électro-swing. Oui. Puis celle-là, c'en est une que j'ai découvert dans un spectacle auquel j'ai assisté, puis elle m'avait vraiment accroché beaucoup. Moi, je mets ça dans mon salon, puis je danse comme une... Ben, je te dirais Comme que une déjantée. quand tu me l'as fait connaître la semaine passée pour me dire, bon, Maxime, c'est ma chanson Bonheur de la semaine, sérieusement, je suis tombé un peu en amour avec cette chanteuse. Alors voilà, dès la part, Crazy Swing, vous écoutez Bonheur et vice-versa. On revient dans 2-3 minutes. Vous êtes de retour à Bonheur et vice-versa. Il est 11h12 et c'est maintenant le temps d'une chronique qu'on aime bien parce qu'en fait, c'est pas mal la mission de notre émission Bonheur et vice-versa de démystifier le monde de l'orientation. Puis j'ai la chance d'être entouré en fait de 2 conseillères d'orientation accréditées. Donc, des fois, peut-être que j'aurai un peu le syndrome de l'imposteur de moi-même démystifier ces mythes qui, en fait, pour moi, je commence à les comprendre puis à être capable de les défendre. Alors aujourd'hui, Annie, tu vas nous démystifier le mythe de l'orientation que j'ai pigé la semaine dernière, qui est... Le conseiller d'orientation peut évaluer le retard mental. Vrai Peut-il? ou faux? Drôlement de tambour. Je dis vrai. Ouais. C'est vrai. Et tu parles justement sentiment d'imposteur. Je dois avouer qu'aujourd'hui, je démystifie quelque chose, mais moi-même, je suis pas une spécialiste de ça du tout. Là. Fait que, tu sais, je suis pas une spécialiste du retard mental, puis c'est pas une accréditation que moi, je suis allée chercher après ma formation. Fait que je vous Le message est passé. Le but aujourd'hui, en fait, c'est de vraiment juste expliquer que ça se fait, mais que vous n'êtes pas nécessairement des spécialistes de la chose pour l'instant. c'est ça. Et qu'on peut faire autre chose. Un conseiller d'orientation peut faire des évaluations autres
que des évaluations de compétences, d'aptitudes, d'intérêt. C'est surtout ça le message aujourd'hui. Oui, Exactement. Puis en fait, le message en général, puis c'est le fun que tu l'abordes, Annie, parce qu'on parle de beaucoup de choses depuis le début de notre émission, que le conseiller d'orientation peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça, mais n'allez pas penser que les conseillers d'orientation font font tout ça à la fois, puis travaillent dans tous les champs de pratique qu'on vous parle. En fait, souvent les conseillers d'orientation vont se spécialiser dans une facette ou dans un domaine, comme toi, exemple, Josiane, tu as décidé de te spécialiser en psychothérapie, en plus d'être CO. Donc ça, c'est une facette du métier que les conseillers d'orientation peuvent toucher. Un autre conseiller d'orientation, peut-être, va se spécialiser dans l'évaluation du retard mental. Ben, tu as tout à fait raison, Maxime. C'est un choix aussi qu'on fait après nos études. Il y a plein d'accréditations, de spécialisations qu'on peut aller chercher, dont l'évaluation du retard mental. L'évaluation du retard mental, en fait, faut dire que avec le projet de loi 21, le but était d'assurer une meilleure protection du public, surtout pour les clientèles plus vulnérables. Donc, avec l'arrivée de cette loi-là, il y a plusieurs champs de pratique en relation d'aide qui se sont vus décerner des actes réservés. Donc, les conseillers d'orientation, spécifiquement, ont 4 activités qui sont réservées et l'évaluation du retard mental fait partie de ces 4 activités réservées aux conseillers d'orientation. Alors, un conseiller d'orientation peut évaluer le retard mental, mais il faut que ses compétences soient à jour et que ce soit lié à son champ d'expertise. Donc, il y a une formation Et il y a une à suivre formation, aussi. tu as tout à fait raison, Josiane, il y a une formation à aller suivre. C'est pas quelque chose qu'on nous montre nécessairement. En fait, c'est pas quelque chose qu'on nous montre durant notre maîtrise. Donc, c'est une formation complémentaire qu'on va chercher après notre formation. Comme la psychothérapie. Ben, comme la psychothérapie, comme la plupart des activités réservées, en fait, c'est ce que je regardais. De la psychothérapie, c'est un bon exemple. C'est une autre activité réservée aux conseillers d'orientation et à d'autres professionnels de la relation d'aide. Mais il faut aller chercher une accréditation supplémentaire après notre formation. C'est ça. Donc, voilà, ça fait le tour du 8. Oui, j'ai fini sec. Tu me regardes, OK? Bon. Alors, oui, c'est une accréditation qu'on peut aller chercher. Puis, exemple, toi, Josiane, si tu nous parlais peut-être un peu rapidement, vraiment, du processus ou de comment ça marche lorsqu'on va aller chercher une accréditation, exemple comme la psychothérapie, lorsqu'on est conseiller d'orientation. Ben, en fait, ça ressemble un peu à de la reconnaissance d'acquis, si on peut dire ça comme ça. Il faut faire une demande à l'ordre des psychologues. D'accord. On a des documents à remplir, donc on doit fournir nos relevés de notes. On doit fournir plusieurs informations là, qui font état de notre parcours scolaire, professionnel. Puis le but, en fait, il y a une grille de compétences qu'on doit atteindre pour obtenir le titre de psychothérapeute. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ce qu'on a déjà d'acquis et le comparent avec les compétences fortes de la psychothérapie. Et là, ils disent, bon, ben, OK, à la lumière de ton portrait, de ton parcours, tu as tant d'heures à faire de formation théorique et tu as tant d'heures à faire de stage. Et tant d'heures de supervision. Un processus. Oui, exactement. Tout un processus. Oui. Donc, les conseillers d'orientation qui décident de devenir, exemple, psychothérapeute ou qui décident de s'accréditer pour le retard des troubles mentaux, en fait, ben, sont par la suite des professionnels compétents qui ont vraiment suivi tous les processus normaux pour se rendre jusqu'à ce titre-là. Et qui doivent ensuite se tenir à jour. Exactement. Parce que avec ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas. Je fais mon accréditation en psychothérapie puis après ça, je sors plus jamais mes livres. Là. Non. Il faut que je continue à me tenir à jour, à faire de la supervision et aussi à faire de la formation. Merci, c'est le mot que je cherchais. On se complète tout le temps. Ah, écoute, on est rendu un vieux couple, Annie. On est pas mal rendu comme un threesome. De la radio. Alors, maintenant, je vous dirais que c'est le temps d'écouter une chanson qui me fait du bien à moi. C'est un gars que je vais voir en spectacle dans quelques temps à l'Impérial Belle. C'est Matt Lobusky qui, en fait, a une magnifique voix et maintenant qu'il est sorti des bras et des mains des producteurs de la voix et qui vole de ses propres ailes, je trouve qu'il fait vraiment des chansons extraordinaires qui nous font planer. Et là, je vous fais écouter la chanson The King de Matt Lobusky. Je vous invite à aller voir son vidéoclip qui est vraiment comme un petit film vraiment extraordinaire. Et si vous voulez aller le voir à l'Impérial Belle dans 2 semaines, ben vous pouvez pas parce qu'il n'y a plus de billets, il est trop bon. Alors voici Matt Lobusky à Chiz 94.3. And falling towns, looking to trade some time for some way to get around. Oh, fast in my paper crown is the howl of the wind that blows it all to hell.
fault of the cleric's pen. I am a joke without within. I am a call for righteous living. I am the spawn of a drunken vision. I am the hope that drives the dread out of the slums for miles ahead. I am the air that sold the mold. I am the billboard for the soul. Know that I am the king of the ancient town. I am the reign of the young. But I have been told I'm the only one that I am. No, I am wrong, but I am. No, I am wrong, but I am. No, I am wrong, but I am. I was produced by old machines, rusted and worn by centuries. I was embroiled by sullied laws. Now I am caught between its jaws. I am the scar of my descent, destined to be the same again. I am a circle viciously completed, closed like history. Oh, I am the king of the ancient town. I am the reign of the young. But I haven't been told I'm the only one. But I am. No, I am wrong. But I am. No, I am wrong. But I am. No, I am wrong. But I Vous êtes de retour à Bonheur et vice-versa. Il est 11h20 et c'est le moment de notre segment d'émission qu'on préfère. C'est le moment d'aller en entrevue. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Oui, et notre invité bonheur de la semaine est nul autre que Marie-Ève Simard, que nous recevons aujourd'hui car ses activités professionnelles, autant que personnelles et scolaires, en fait, sortent de l'ordinaire et je trouve qu'ils sont un bel exemple très évocateur de la diversité, justement, du monde de l'orientation qu'on parlait juste avant la pause musicale. Moi, Maxime, il faut que je t'interrompe ici pour dire que moi, Marie-Ève Simard, c'est mon coup de cœur personnel de l'année 2018 jusqu'à maintenant. Alors, on reçoit ton coup de cœur personnel. J'ai la chance de travailler avec elle dans un cours, puis je capote sur notre collaboration. Moi, en tout cas, c'est mon coup de cœur, c'est mon petit bonheur de 2018. Alors, bienvenue sur les ondes de Bonheur et vice-versa, Marie-Ève. Mais j'ai envie de te dire, premièrement, Annie, que c'est très partagé de mon côté également. Je suis très contente que nos chemins se sont croisés cette année en 2018. Alors, les fleurs sont lancées. Alors, Marie-Ève, pour mettre vraiment, les auditeurs au pas de pourquoi on t'invite ici à l'émission d'aujourd'hui, premièrement, tu es doctorante en sciences de l'orientation. Par la suite, tu es intervenante au Centre de prévention de suicide de Québec et aussi tu es auxiliaire d'enseignement et de recherche dans le cadre de tes fonctions et de tes études en orientation. Donc, quand je disais le mot diversité, je trouve que c'est quelque chose qui se colle à la peau. Et parlant de diversité, justement, c'est aussi, en fait, une des thématiques de ton travail en tant que doctorante. Donc, parle-nous de ton sujet de doctorat, premièrement. Quel est son titre? Oui, en fait, moi, je m'intéresse à toutes les formes de violence subtiles qui touchent les minorités sexuelles et de genre. Plus particulièrement, moi, je traite des microagressions. Les microagressions, c'est vraiment des manifestations assez subtiles dans le quotidien qui peuvent être des actes, des commentaires, même des conditions de l'environnement qui vont être désobligeantes puis qui vont communiquer de l'hostilité aux personnes qui en sont la cible. Donc, quand je parlais du mot diversité, c'est dans le fond, vraiment, tu t'intéresses aux microagressions au niveau de la communauté LGBTQ. Exactement. Et quand on parle de communauté LGBTQ, peut-être que les auditeurs ne sont pas au courant de ce terme ou de cet acronyme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, en fait, l'acronyme serait LGBTQIA2. Ah oui, merci. Donc, il change souvent. Hein? Oui, tout à fait. Puis, on ferait référence notamment aux femmes lesbiennes, aux hommes homosexuels, aux bisexuels, aux personnes transgenres, queer, gender fluid, asexuels, intersexes. Donc, c'est un acronyme qui regroupe de multiples identités
quantité. Puis il y a souvent une lettre qui se rajoute comme à chaque année. J'ai l'impression que souvent au début, il n'y a pas si longtemps que ça, moi je disais simplement LGBTQ. Et là maintenant, on a rajouté plusieurs lettres par la suite. Oui, dans un souci d'inclusion, bien sûr. Oui, Annie? Moi, j'aimerais ça lancer quelque chose aussi. Tu sais, des fois, quand on parle de microagression ou d'hostilité, les gens sont pas toujours mal intentionnés non plus quand ils font des interventions comme ça ou qu'ils font des microagressions. Puis moi, Maria, tu m'avais beaucoup éclairé justement par rapport à ça quand je t'ai demandé des exemples que les intervenants pourraient faire des fois comme microagression. Puis tu m'en avais nommé un que j'avais trouvé très, très pertinent. Les intervenants, Annie? Oui, les intervenants aussi, oui, des parce fois. que en fait, peut-être pour remettre la table, parce que là, on s'est pitché à gauche et à droite, en fait, mon doctorat s'intéresse vraiment aux microagressions que les intervenants peuvent, sans le vouloir, en fait, commettre envers les communautés LGBTQ et tous les autres lettres. En fait, pas tout à fait. Je m'intéresse beaucoup aux microagressions dans le contexte des milieux de travail. Okay. Cependant, à travers ma pratique, je me suis rendu compte que, puis à travers aussi la recension des écrits, qu'il y a plus en plus d'études qui se sont penchées sur l'expérience des microagressions dans le contexte notamment de la psychothérapie et des contextes de relations d'aide. Mm-hmm. Donc, étant donné que c'est un sujet qui me touche beaucoup, j'ai décidé de faire des ateliers qui portaient sur comment justement être culturellement compétent à œuvrer avec une clientèle diversifiée en relation d'aide. Donc, j'en parlais justement. On peut pas être plus clair que ça, hein? C'est super pertinent. Mais, moi, j'aimerais savoir un exemple de microagression qu'un intervenant ou que quelqu'un pourrait... Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. En fait, juste lors d'une rencontre d'évaluation, lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, on aura tendance à faire le tour de ses différentes sphères de vie. Mm-hmm. Puis, à la rencontre, par exemple, je rencontre Annie, par exemple, pour la première fois. Coucou! Et je pourrais... Lorsque je vais explorer ces différentes sphères de vie, je pourrais lui demander, Annie, est-ce que tu as un chum? Mais mettons que moi, j'ai une blonde, puis c'est la première fois que je la rencontre, ben peut-être que je suis pas à l'aise de dire que non, j'ai pas de chum, j'ai une blonde. Oui, je comprends. Ça. Oui, tout à fait. Puis peut-être que ça, on le sait, Annie n'est pas certaine à savoir ma position par rapport aussi. Exactement. Puis ça peut amener certaines craintes. Donc déjà en posant une question plus du genre es-tu en couple, ben on communique, on est ouvert à considérer Annie autrement, à considérer que Annie est peut-être pas hétérosexuelle. Donc quand on parle de microagression, si je pense à Madame et Monsieur tout le monde, moi puis même moi au départ quand tu m'avais parlé de ton sujet de doctorat, l'agression pour moi c'était vraiment plus une agression soit physique comme un petit coup ou une agression verbale, vraiment d'être peut-être méchant ou de vraiment être brusque avec quelqu'un, mais en fait une microagression ça peut seulement ne pas être sensible à la réalité multiple de l'autre qui est devant soi. Ben, c'est ça. Moi ça m'a fait réaliser plein de choses quand tu me parlais de ton sujet de doctorat, c'est que c'est ça, une microagression c'est pas nécessairement mal intentionné, des fois c'est juste pas réfléchi ou ça tient pas compte de toute la diversité tout le spectre qu'une personne peut vivre et ressentir, en fait. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment à travers la sensibilisation puis un travail réflexif sur ses biais et ses préjugés qu'on va être vraiment en mesure, justement, de percevoir ces manifestations-là qui peuvent être invalidantes au quotidien chez la diversité sexuelle et de genre. Puis, sans des connaissances, sans des attitudes et sans des compétences, on peut pas être nécessairement culturellement compétent à œuvrer avec une clientèle en particulier. Et en fait, ça signifie que l'ouverture, c'est pas suffisant pour intervenir avec une clientèle diverse. Puis d'où te vient cet intérêt pour ce sujet de recherche-là? Parce qu'on s'entend que tu as commencé à faire, en fait, ce projet-là au cours de ta maîtrise, puis finalement, tu as décidé de faire un passage accéléré au doctorat puis d'investir beaucoup d'années de ta vie sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Ben, c'est certain qu'il y a plusieurs éléments personnels qui me touchent, qui entourent cette décision-là de travailler sur ce sujet en particulier. Par contre, je dirais que j'ai toujours eu mon côté qui a voulu changer les choses et améliorer la condition des gens en général. Puis le fait que je sois en relation d'aide, ça doit être un élément aussi qui influence mon parcours. Et quand tu disais tantôt, justement, il faut faire la promotion, en fait, de ce sujet-là pour être capable, justement, d'en parler, puis en fait, de le réfléchir comme il faut. Puis toi, justement, tu t'es donné cette mission-là parce que tu vas donner des ateliers sur le sujet de ton doctorat. Oui, tout à fait. J'en ai donné l'année dernière et je continue cette année. En fait, justement, dans le cadre de la campagne Sans oui, c'est non qui va débuter bientôt, en fait, qui est du 12 au 23 février, j'offre justement un atelier là, qui s'adresse autant aux gestionnaires qu'au personnel des ressources humaines, qu'aux intervenants qui sont justement soucieux là, de promouvoir des environnements de travail qui sont inclusifs et qui favorisent
favorise le bien-être de tous. Donc, tu es une partenaire vraiment de la campagne Sans oui, c'est non, qui va se tenir du 12 au 23 février 2018 à l'Université Laval. Tout à fait. Puis, si on veut s'inscrire ou avoir des informations sur cette formation que tu donnes? En fait, si vous allez sur le site Internet, c'est possible de voir un cours descriptif de la formation que je vais offrir. Puis, au niveau des inscriptions, j'ai envie de dire que tous sont invités. On va tous vous prendre, bien sûr. Mais j'ai envie de dire que les places sont effectivement limitées. Là. Super. Ben, on va mettre les informations sur notre page Facebook. Josiane, ça te dérange-tu si on s'en va en pause musicale? J'ai mon système qui me dit que pour l'instant, il faut aller en pause. Et on revient juste après la pause, Marie, puis on parle de la semaine de prévention du suicide avec toi. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Écoute Chiz pour découvrir la face cachée des arts. Hey, salut, ici c'est Joseph Edgar. Vous écoutez Chiz au 94.3 FM. Chaque midi, le Guide alimentaire canadien vous recommande de manger 2 portions de fruits et légumes, une portion de viande et substituts, une portion de produits laitiers, mais surtout une grosse portion d'informations. Ça tombe bien, Chiz t'offre l'émission Les Affamés tous les jours en semaine de midi à 13h. Au menu, entrevues, actualités, débats et chroniques. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Je suis désolé de vous avoir coupé un peu la parole, mais aujourd'hui, c'est comme ma mission. Je vais le dire aux auditeurs, c'est de respecter le temps de notre émission. Alors, voyez, on n'a pas de misère à respecter le temps. Non, nous. jamais. Non. Hein? Souvent, à la fin de l'émission, je pitch mes feuilles, puis c'est fini. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Marie-Ève Simard, qui est venue nous parler, en fait, de son sujet de doctorat. Tu avais une question, en fait, pour clore ce sujet qu'on a parlé juste avant la pause publicitaire. Ben, en fait, Marie-Ève mentionnait que c'était ouvert à tous, mais la semaine passée, il y a une des stagiaires qui faisait une formation, mais c'était ouvert seulement aux gens d'université. Puis je voulais savoir si c'était la même chose. Non, en fait, ma formation que j'offre dans le cadre de la campagne Sans oui, c'est non est ouverte vraiment à tout le monde. C'est certain que la formation vise plus particulièrement les gestionnaires, personnels des ressources humaines et les intervenants. Okay. Par contre, si vous êtes soucieux, puis le sujet vous touche à cœur, bien sûr, vous êtes invité. Super. Alors, l'invitation est lancée, puis tu me donneras les informations tantôt, Marie, pour que je puisse les publier sur notre page Facebook pour que les gens puissent se retrouver un peu. Maintenant, on tombe sur notre deuxième sujet. Pourquoi on t'a invité? En fait, Marie, depuis quelque temps, tu as une job en tant qu'intervenante au Centre de prévention de suicide de la Ville de Québec. Et on trouvait que c'était tout à propos d'en parler avec toi cette semaine parce que cette semaine, en fait, c'est la semaine de la prévention du suicide au Québec et l'Association québécoise de prévention du suicide, qui est l'AQPS, publiait sur sa page Facebook cette semaine des informations qui sont quand même assez chocs. Et là, en fait, c'est vraiment, notre émission s'appelle Bonheur et vice-versa. C'est le moment peut-être de parler du côté vice-versa. Je vous donne ces informations. Alors, le portrait le plus récent sur la mortalité par le suicide au Québec qui a été fait en 2015 par l'Institut national de santé publique du Québec avait comme information qu'il y a 3 décès par jour qui sont des décès qui sont par le suicide. Il y a 11 028 personnes qui se suicident par année au Québec. Il y a 833 hommes et 295 femmes. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui commettent... 3 fois plus d'hommes qui commettent un suicide que d'autres. Et on dit que c'est en constante évolution et que la population des gens entre 24 et 44 ans, entre 45 et 64 ans sont les plus touchés. Par la suite, 24 à 44 ans et ensuite 65 ans et plus. Ça a changé, ça, par exemple. À une époque, c'était les adolescents qui étaient le plus touchés. Maintenant, donc, on s'entend que c'est des chiffres qui sont quand même très alarmants. C'est une situation qui est, en fait, importante de parler. Et cette semaine de la prévention du suicide qui se déroule cette semaine, du 5 au 9 février, c'est le moment, justement, d'en parler ouvertement. Et on en parle avec toi aujourd'hui, Marie. Oui, tout à fait. Mais en même temps, sur une note aussi positive, j'ai envie de dire que quand même, il y a 22 000 personnes chaque année qui appellent au Centre de prévention du suicide de Québec pour obtenir de l'aide et l'obtiennent. Ça, c'est vrai que c'est très positif. Oui, c'est très positif parce que les gens, justement, on pense des fois souvent que les gens qui pensent au suicide vont s'isoler, ne demanderont pas d'aide. Mais en fait, il y a quand même 22 000 personnes par année qui décident d'en demander de l'aide. Moi, j'aimerais dire aussi...
le suicide, ça a l'air d'être une problématique qui est très, très lourde et tout. Puis des fois, les gens en orientation peuvent penser que, nous, on est en orientation, ça nous arrivera pas nécessairement un client suicidaire. Mais non, on sait jamais quand on peut être la personne avec qui... Non, on crée des liens de confiance avec nos clients, puis on sait jamais si notre client... ce qui vit en dehors de sa démarche d'orientation. Puis s'il nous fait confiance, ça se peut qu'il s'ouvre à nous sur ce genre de choses-là, ou que nous, on sente qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Puis si on n'est pas habilité à poser les bonnes questions, puis à explorer si notre client a des idées suicidaires de ce genre-là, je pense que c'est pertinent, bref, pour tous les conseillers d'orientation aussi, et même pour tous les intervenants, d'entendre ce que Marie-Ève va avoir à dire. Je veux juste continuer sur ce que tu dis, parce qu'en fait, le CO a le mandat d'évaluer l'état de la personne. Oui, le volet travail et tout ça, mais on a le mandat d'évaluer aussi l'état psychologique de la personne. Non, on pose pas de diagnostic, mais on a des connaissances en santé mentale, puis il faut les utiliser, parce que si quelqu'un est en crise suicidaire ou en dépression majeure, puis qu'on n'est pas capable de l'identifier, au moins questionner un petit peu plus la personne pour mieux la référer, on passe à côté de quelque chose. En effet, puis toi, exemple, en tant que psychothérapeute, c'est quelque chose que tu vas peut-être pouvoir justement traiter avec le client. Il y a certains CO qui vont peut-être pas avoir l'accréditation nécessaire et qui vont justement référer. Donc, oui, on peut justement explorer, en fait, avec le client, les situations de sa vie, les différentes sphères de sa vie. Et si on se rend compte justement qu'il y a un problème qui est un peu plus sérieux, ou peut-être qu'on pense qu'il pourrait avoir un problème de dépression ou des choses comme ça, on peut référer, ou lorsqu'on a le permis pour le faire, on peut aussi le traiter. Toi, Marie-Ève, dans le cadre de ton travail au Centre de prévention du suicide, c'est quoi ton mandat? C'est quoi ton rôle? En fait, moi, je suis à la première ligne, donc la ligne d'intervention directe là, avec les personnes qui... puis j'ai envie de dire que les personnes qui appellent, c'est vraiment un peu tout le monde, autant qu'on va avoir justement des intervenants. Puis en fait, moi, ce que je voulais revenir avec vous aujourd'hui, étant donné que c'est une émission qui s'adresse notamment aux conseillers d'orientation, c'est de sensibiliser au fait que, vous savez, la prévention du suicide, c'est quelque chose qui relève de notre responsabilité. C'est une responsabilité professionnelle qu'on a en relation d'aide, de promouvoir, en fait, de prévenir le suicide en tant que tel. Donc, j'ai envie de vous dire que, vous savez, le Centre de prévention du suicide, oui, on a des personnes qui ont besoin d'aide, qui nous appellent, mais vous aussi, les intervenants, restez pas seuls dans ce que vous vivez. Vous pouvez coacher les intervenants qui vous appellent des fois. Ah, c'est bon ça. Oui, exactement. Vraiment. Oui, tous les jours, on a des intervenants qui nous appellent quand ils vivent des situations qui les rend plus ou moins à l'aise. Mais j'ai envie de vous dire de pas rester avec ça et de pas hésiter à nous appeler, qu'on puisse vous accompagner là-dedans. Quand tu parles d'intervenants, Marie, tu parles des conseillers d'orientation, mais on peut aussi parler des travailleurs sociaux, des infirmières présentement qui sont sur toutes les lèvres, l'épuisement des infirmières. Donc, et même les psychologues, ça ne veut pas dire qu'ils sont équipés nécessairement pour gérer ça. Est-ce que c'est des appels des fois que tu reçois de professionnels de la santé? Oui, tout à fait. Nous, on en reçoit, comme je vous dis, tous les jours, puis de tout domaine confondu. Donc, d'où l'importance, justement, de promouvoir chez les conseillers d'orientation cette pratique-là aussi, d'aller, de pas rester seul là-dedans. Vous savez, nous, au Centre de prévention du suicide, on travaille jamais seul. On travaille en équipe. Donc, j'ai envie de dire aux professionnels que ce serait important aussi qu'ils ne restent pas seuls dans ces situations-là, puis qu'ils n'hésitent pas à faire affaire à nos services. Juste pour spécifier, quand tu dis que tu encourages les professionnels à appeler, tu parles d'un professionnel qui a affaire à une personne qui a des idées suicidaires? Oui, tout à fait. Une personne qui aurait tenu des propos ou une situation qui pourrait inquiéter un intervenant. En fait, moi, j'invite ces intervenants à ne pas hésiter à nous appeler pour nous en faire part, pour pas justement qu'ils restent seuls dans cette situation. C'est bon, Josiane, que tu fasses la précision, parce que moi, j'avais compris un peu le contraire, mais je pense que les deux puissent, c'est ça, les deux puissent être bons. C'est-à-dire un intervenant qui travaille avec quelqu'un qui se rend compte que peut-être qu'il y a des idées suicidaires, de faire affaire avec le Centre de prévention du suicide, et inversement, un intervenant qui vit des choses difficiles, qui a des idées suicidaires. On n'est pas à l'abri, hein? Non, puis justement, je pense qu'on est en contact souvent en tant que professionnel de la relation d'aide avec des choses qui peuvent être un peu plus peut-être lourdes, et des histoires qui sont touchantes aussi, et qu'on a besoin d'en parler, et qui peut-être peuvent nous amener une certaine déprime, ou peut-être justement des idées suicidaires. On peut utiliser le Centre de prévention du suicide pour en parler. Tout à fait. Et Marie, est-ce qu'on a un numéro de téléphone ou quelque chose comme que tu peux nous donner une information rapide? Le 1-866 appel qu'on connaît tous, qui est le numéro régional, qui va faire en sorte que vous allez rebondir vers le Centre de prévention du suicide le plus près de
de vous téléphoner. Je veux juste finir en disant, Marie-Ève, le Centre de prévention du suicide le Centre de prévention du suicide offre aussi des formations, je pense, pour les professionnels. Oui. Pour les former plus spécifiquement. Il offre du coaching sur le coup à la ligne téléphonique, mais on peut aussi s'inscrire à des formations. Oui, tout à fait. Si vous allez sur notre site Internet, vous allez être en mesure de voir les formations qui sont offertes et qui s'adressent justement aux intervenants. Bon, ben super, Marie-Ève Simard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était ta première expérience radio. Ça s'est bien passé? Oui. Ouais, Je pense bien. Oui, on a été très gentils. bonne. T'as été super bonne. Ben, c'est des sujets qui sont super pertinents, Vraiment. sérieux. Autant ton sujet de doctorat que ton emploi en tant qu'intervenante au centre de crise, tu es, je pense, dans l'air du temps. Puis c'est avec des jeunes professionnels comme toi, je pense qu'on va être capable de justement faire bouger les choses. Donc, je te félicite vraiment pour ton engagement, Marie. C'est vraiment un bel exemple. Je pense que c'est inspirant. Mais je vous remercie pour cette invitation. C'est très apprécié. Puis on se voit le 13 février à 11h30 Super. à l'Université Laval. L'invitation est lancée et si jamais vous voulez en fait discuter avec un intervenant du Centre de prévention de suicide, 1-866 appel. Maintenant, Josiane, c'est le temps d'entendre ta chanson bonheur de la semaine. On entend un peu en fond depuis tantôt. Là, Quelle est-elle? En fait, j'ai toujours de la misère avec le titre, là, mais c'est un autre songe d'été. Comptine d'un autre été. Bon, Comptine d'un autre été. Exactement. La trame sonore du film Amélie Poulain. Donc, c'est une chanson bonheur qui te fait du bien. Vraiment. On l'écoute à bonheur et vice-versa. On revient après la pause avec Monsieur Jean Poirier du SPLA pour notre nouvelle collaboration bimensuelle.
Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h42 et c'est maintenant le temps de lancer une nouvelle chronique bimensuelle, une collaboration avec le SPLA, le service de placement de l'Université Laval. Aujourd'hui, on a Monsieur Jean Poirier avec nous. C'est le moment de prendre une pause de ton quotidien. C'est le moment de te faire du bien. Chronique, bonheur et vice-versa. Alors, bienvenue avec nous, Monsieur Jean Poirier. C'est votre deuxième visite chez nous. Ben oui, deuxième visite, c'est fun. Vous étiez venu avant le début des fêtes, en fait, Oui, et on ça. avait aimé votre participation à l'émission. On c'est s'est dit gentil. pourquoi pas le On ramener. s'est dit pourquoi pas. Alors, on a décidé aussi, en fait, de faire une plus longue collaboration avec le service de placement de l'Université Laval. On va vous voir, en fait, 2 fois par mois. Et, en fait, les chroniques vont prendre un peu une allure de peut-être des conseils que vous allez donner aux étudiants qui nous écoutent présentement de l'Université Laval et qui vont toujours avoir une thématique différente. Ouais. Aujourd'hui, on parle de l'importance de faire, en fait, un stage lors de sa formation universitaire. Oui. Alors voilà, je vous laisse la parole. Pourquoi c'est important de faire un stage durant notre formation universitaire? Ben vous autres, là, selon vous, pourquoi c'est important de faire un stage? Moi, j'ai Grande toutes les raison. réponses. Là, mais- Oui, ben moi, en tout cas, dans ma pratique, je Oui. vois beaucoup mes jeunes qui n'ont pas expérimenté beaucoup de choses. Ouais. Ils se connaissent pas, ils savent Ouais. pas ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Exactement. Donc déjà là, ça permet de mieux se connaître effectivement de qu'est-ce qu'on aime. Aller C'est un- chercher de l'expérience aussi. Aller chercher de l'expérience. c'est Faire des tellement contacts. important. Faire Oui. des contacts. Faire des contacts. En fait, Oui. d'être capable de transposer toute la théorie Oui. qu'on nous broue Oui. le crâne durant notre formation, puis de voir si elle est utile dans un milieu de pratique. Donc Exact. mettre en pratique ce qu'on apprend dans nos cours, Exactement. effectivement. Ouais. Moi, je vous dirais que ça a été le plus beau moment de ma formation. En fait, au baccalauréat, ça a vraiment été mon stage. Ça a été le moment où j'ai réalisé que je voulais vraiment devenir conseiller d'orientation. Le moment où je me suis assis dans le bureau avec la conseillère d'orientation qui me guidait et qui m'a dit, bon, ben là, on s'en va, on ferme la porte, on est avec un client. J'ai fait, wow! Tu l'as fait où dans le stage? J'ai fait mon stage dans un CJE, le CJE du Carrefour Jeunesse Emploi Chauveau. Bonjour la gang. OK, bonjour Et, Chauveau. oui, avec Guillaume Lamontagne. Je ne sais pas s'il nous écoute aujourd'hui. J'ai passé une super belle été. Puis en fait, j'ai passé une journée avec une conseillère d'orientation. Puis ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, ben, c'est ça que je veux faire dans la vie. Enfin, Ouais, c'est j'ai ça. vraiment la confirmation que c'est ça que je veux faire. Ben, en fait, ça, c'est un aspect super important parce qu'effectivement, faire un stage, ça aide à confirmer ou à infirmer aussi. Parce que moi, ça fait plusieurs années que je navigue dans les stages avec les étudiants universitaires. Puis, il arrive des fois où les étudiants reviennent de stage puis ils disent, ben moi, finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire. C'est aussi bien de le savoir là que dans notre travail, dans notre vrai Ben, travail. Moi, hein. je me rappelle d'un étudiant à un moment donné qui, lui, rêvait d'aller faire un stage dans le Grand Nord. Il est parti 2 semaines, puis il est revenu. Il s'est rendu compte que finalement, le Grand Nord, c'était pas fait pour lui. Ça marchait pas. Ben, je vous dirais que moi, cet été, j'ai adoré mon stage. J'ai vraiment aimé mon expérience, mais ça m'a confirmé, par exemple, que c'était un milieu de pratique qui était peut-être un peu moins pour moi, le milieu communautaire, peut-être qui correspondait moins à mon idée, en fait, de ce que je voulais faire plus tard dans la vie ou dans le milieu dans lequel je voulais être. Oui. Mais le métier, par exemple, de Oui. conseiller d'orientation, ça m'a confirmé. Donc, ça m'a confirmé le métier, mais pas peut-être le lieu où je voulais travailler. Donc, infirmer des choses, confirmer des choses. Effectivement, c'est entre autres à ça que ça sert. Y a-t-il d'autres choses, selon vous, l'importance de faire un stage? On en Ben, a dit- garnir son CV, les Ouais. expériences. Effectivement, c'est tellement important parce que quand on veut entrer sur le marché du travail, puis c'est une des choses que je constate le plus souvent dans ma pratique, je rencontre des étudiants qui sont finissants d'un programme d'études, ils n'ont pas fait de stage, ils sont un peu mal pris. Je vous dirais que les étudiants qui ont l'occasion de faire des stages pendant leur programme d'études, je les rencontre pas tellement en consultation. Et ces étudiants-là intègrent le marché du travail beaucoup plus facilement. Ben, ils se font des contacts, en fait. Exact. T'sais, moi, Effectivement. en fait, avec justement mon stage de cet été, je me suis fait vraiment des bons contacts. Puis Oui. des fois, ben, je reçois des petits « Hey, tu pourrais aller voir là, il y a peut-être une job qui t'intéresserait. » Donc, Oui. je me suis fait un petit réseau déjà. Oui, puis ces contacts-là, même s'ils peuvent pas vous aider de façon directe, eux, ils ont des réseaux de contacts également, puis ils peuvent Oui. vous référer à d'autres personnes. Donc, c'est effectivement une belle occasion de réseauter. C'est quoi la différence entre un stage, exemple, au premier cycle, au baccalauréat, puis au deuxième cycle à la maîtrise? Hey, tu poses des bonnes questions, toi. Je dirais que quand je regarde les mandats, je dirais que les mandats qu'on va donner aux étudiants de deuxième cycle vont porter beaucoup plus sur des mandats poussés en termes d'analyse, en termes de rédaction. Ça ne veut pas dire que les étudiants de premier cycle ne font pas d'analyse, ne font pas de rédaction, mais au niveau des mandats, c'est sûr que c'est des mandats où les gens vont avoir peut-être moins opérationnel, peut-être. Là. Hein, Plus d'observation, premier cycle.
ça dépend des facultés. Exemple, en sciences de l'orientation, le premier stage au baccalauréat, c'est un stage d'observation. Oui. On regarde, puis on assiste un peu la personne, puis tandis que rendu à la maîtrise, là, vraiment, on a des clients. Puis aussi, il y a un gros côté réflexif. On revient vraiment sur notre pratique et tout, tandis qu'au baccalauréat, observation, puis on a un petit travail là, de 10-15 pages à faire, mais qui n'est pas aussi volumineux que le travail réflexif à faire à la maîtrise. Je te dirais que votre stage d'observation, il est variable d'un étudiant à l'autre, puis il est variable d'un milieu à d'autres, parce que je pense que c'est pas pareil. Là. Il y en a vraiment qui font des mandats quand même très intéressants, même dans un stage d'observation. Là. Puis j'imagine qu'un exemple, les étudiants qui recherchent un milieu de stage, c'est sûr que leurs programmes peuvent leur aider à leur donner des idées, mais lorsque, justement, on est peut-être devant un flou, le service de placement de l'Université Laval est là pour les aider. Oui, on est là pour les aider à réfléchir par rapport à leur stage. On a sur notre site aussi plein d'informations sur c'est quoi des mandats possibles pour des stages. Nous, on a le mandat de plusieurs facultés de gérer les stages, comme en sciences et génie, en administration, en foresterie. On gère, bon an, mal an, pas loin de 2000 stages par année. Donc, il se fait énormément de stages là, ici à l'Université Laval. On n'est pas nécessairement une université reconnue pour les stages, mais malgré tout, beaucoup d'étudiants dans plein de facultés font des stages. Et oui. Parce qu'en fait, ça me fait penser que est-ce que le stage, justement, peut pas être une belle occasion de pratiquer une entrevue ou de la recherche d'emploi, parce qu'il reste qu'un stage, c'est une activité professionnelle. Oui. Puis il faut se vendre auprès de l'employeur, il faut écrire une lettre de motivation, etc. Effectivement, c'est une très bonne pratique. Se rechercher un stage, ça nous pratique effectivement à faire de la recherche d'emploi. Se préparer son dossier de candidature pour un stage, ça nous prépare à préparer notre dossier de candidature pour se trouver un emploi. C'est effectivement très, très vrai. Tous les contacts, moi, je donne un exemple. L'année passée, je rencontre une étudiante en administration. On lui avait donné la technique l'année d'avant pour se trouver un stage. Elle, tout ce qu'elle a fait, elle était rendue finissante. Elle avait contacté à peu près 50 entreprises dans le cadre de sa recherche de stage. Elle a repris sa liste et elle s'est trouvée un emploi au travers des gens qui avaient démarché pour son stage. Fait que c'est des démarches qui sont déjà faites aussi pour quand ça va être le temps de se trouver un emploi. Oui, parce que rechercher un stage, on développe inévitablement un réseau de contacts parce que, il y a des stages qui sont affichés. Là, je regardais dans notre base de données pour l'année passée. Là, on a quand même affiché 3421 offres de stages l'année passée. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui se trouvent des stages par eux-mêmes, puis on les encourage à le faire parce que quand on recherche un stage... on va prendre le temps de dire, c'est quoi mes intérêts, c'est quoi le secteur qui m'intéresse, puis on risque peut-être encore plus de trouver un stage en adéquation parce que les offres de stage, ils viennent puis on prend ce qui passe. Mais c'est vraiment similaire à une recherche d'emploi. C'est la même chose. C'est les mêmes compétences. Le marché caché. C'est les mêmes compétences, effectivement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi le marché ouvert caché? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les employeurs, quand ils ont besoin de combler un poste dans leur entreprise, ils ont un premier réflexe qui est de se dire, est-ce que je connais quelqu'un? Tout être humain recherche à régler son problème rapidement. Alors qu'un chercheur d'emploi ou un chercheur de stage, pour les mêmes raisons, il va se dire, je vais aller voir dans les offres qui sont affichées. Mais souvent, les offres qui sont affichées représentent juste une petite portion des opportunités présentes. Donc, marché caché, c'est qu'il y a plein d'offres, il y a plein d'opportunités, mais ils ne se rendront jamais à l'affichage parce que les employeurs ont suffisamment de CV habituellement pour pouvoir faire une sélection intéressante. Donc, puis, le service de SPLA de l'Université Laval va aussi offrir des formations, des fois des formations quand même rapides sur l'heure du midi pour pouvoir, sur plein de sujets, pour pouvoir aider les gens à les accompagner, exemple, dans la création de CV, comment se présenter en entrevue. Comment rechercher un stage ou un emploi dans le marché caché, comment effectivement mettre en avant son dossier de candidature, comment réfléchir sur son bilan personnel. Super. Comment passer des entrevues, effectivement. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet avec vous pour aujourd'hui, M. Poirier? En fait, je voudrais juste dire qu'il y a d'autres éléments aussi qui font que les stages sont intéressants. Ce qui n'est pas à négliger, c'est que la plupart des stages sont rémunérés maintenant. C'est très intéressant. Il y a des étudiants qui payent une partie de leurs études en faisant des stages. Donc, on parle de salaire autour de 15 à 17 $ de l'heure pour les stages de baccalauréat. Super. Donc, c'est super intéressant de ce côté-là. Est-ce que tu avais une question, Annie, en terminant? En fait, je voulais juste dire qu'un stage, là, on parle des bienfaits pour les étudiants, mais il y a aussi des gros bienfaits pour les employeurs. Avoir un stagiaire qui, après ça, peut devenir un employé, il connaît déjà la place, il connaît déjà comment ça fonctionne, ça peut être très, très intéressant. Un employé étudiant aussi. Un employé étudiant aussi, tout à fait. En fait, les employeurs, de plus en plus, ils ont compris que pour pouvoir recruter des talents, puis on est dans un marché de l'emploi actuellement où le taux de chômage
aura remonté aussi bas que présentement. Donc, les employeurs vont recruter des finissants de plus en plus en amont. Donc, embaucher des stagiaires et parmi ceux qui ont embauché, choisir les meilleurs. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est vraiment encourageant. Puis peut-être que là, j'ai un petit message. Je voulais faire des messages à la fin de l'émission, puis je trouve que ça rentre bien dans le sujet. En fait, je dis un petit bonjour à notre gang de l'orientation, ceux qui étudient en sciences de l'orientation. Le message est pour vous. Si jamais vous voulez justement avoir des informations sur les stages qui peuvent se donner au niveau de la maîtrise ou des informations sur les études supérieures en général, présentement, de 11h à 14h au pavillon Charles de Colinck, dans l'Atrium. C'est la journée des études supérieures en éducation. Donc, c'est le moment parfait pour aller chercher des informations sur les études supérieures, autant de la maîtrise et du doctorat, mais aussi d'aller rencontrer justement les gens qui s'occupent des stages au niveau de la maîtrise, d'aller voir les bourses aussi qui sont offertes, d'aller voir toutes les opportunités que vous pourriez vous ouvrir en accédant aux études supérieures, autant à la maîtrise qu'au doctorat. Et ça s'adresse en fait à tous les étudiants des sciences de l'éducation et aussi plus particulièrement à notre gang qui étudie en sciences de l'orientation, qu'on vous salue. Donc, voilà. Puis j'encouragerais, moi, les étudiants à s'abonner à notre info-emploi qui les met au courant des offres d'emploi qui sont les offres de stage qui sont présentement affichées sur notre site. Tantôt, je vous le disais, on en affiche plus de 3000 par année. Puis de s'abonner aussi à l'info-activité. L'info-activité, là, ça vous met au courant des opportunités à rencontrer des employeurs qui sont sur le campus. Bien, super. Puis aussi, on vous invite à aller peut-être liker la page Facebook du service de placement de l'Université Laval qui nous ont fait un beau petit coucou hier. On a bien apprécié. Alors, c'est le temps d'aller aimer leur page Facebook. C'est déjà la fin de l'émission. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour Maxime, Annie et Josiane de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Je suis vraiment heureux, les filles. Aujourd'hui, j'ai respecté ma mission. Félicitations, Maxime! On est dans les temps! Alors, on vous parlait de la page Facebook du service de placement de l'Université Laval. On vous parle aussi de notre propre page Facebook. Je voulais vous remercier, chers auditeurs, d'autant embarquer dans notre trip de radio. On est rendu à 89, je crois, likes sur la page Facebook de Bonheur et vice-versa. On vous remercie. On vous aime. Merci beaucoup. On a plein de likes aussi quand on pose des choses. C'est vraiment agréable. C'est le fun, en fait, de sentir que les gens nous suivent dans notre aventure. Puis aussi, c'est le fun de voir que que nos dires, que notre mission est entendue. Qu'on parle pas tout seul, finalement. Qu'on parle pas tout seul, exactement. Puis continuez justement à aller sur notre page Facebook. Plus vous l'alimentez, plus ça nous donne le goût de vous donner du jus, de l'information, puis d'embarquer avec vous dans ce trip-là. De toute façon, c'est pas comme si on manquait de sujets à traiter. Non, en effet. Alors, on vous remercie, M. Poirier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Est-ce que c'est vous qui serez avec nous? Ça va être ma collègue Stéphanie Sophie Gilbert qui va venir vous parler de l'international. Super. Alors, je pense que c'est l'émission du... vraiment intéressant pour les gens, justement, qui veulent partir étudier une session à l'étranger, j'imagine. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le 21 février, donc dans 2 émissions. Ou qui veulent travailler à l'étranger. Super. Alors, c'est un sujet à ne pas manquer. Sinon, la semaine prochaine, on vous parle du secteur de l'orientation qui est le plus connu en général. En fait, on parle du secteur scolaire et on reçoit en entrevue Madame... Marianne Baudin. Donc, qui vient nous parler de son métier de conseillère d'orientation, qui est conseillère d'orientation depuis plusieurs années au niveau du secondaire, je crois. Oui, elle est au secondaire, mais depuis plusieurs années, quelques années, là, elle est dans nos âges. Parfait. Donc, elle va venir nous parler de son métier de conseillère d'orientation. Comme à l'habitude, on va vous faire entendre nos chansons bonheur et aussi, on va avoir un nouveau mythe de l'orientation. Est-ce qu'on le choisit sur le fly comme ça? Parce que là, j'ai pas mon petit pot avec moi. Là. Y a-t-il un mythe qu'on n'a pas parlé, les filles, au cours des dernières semaines qu'on voudrait démystifier? On pourrait inviter les gens. Est-ce qu'il y a des choses, des questions que vous vous posez sur l'orientation ou que vous n'êtes pas sûr? Écrivez-nous sur notre page Facebook, puis on va essayer d'y répondre. Super. Alors, on lance en fait l'idée dans les mains de nos auditeurs qui choisissent le mythe qu'on va démystifier la semaine prochaine. Puis si vous le faites pas, on va le choisir nous-mêmes. On va vous arriver avec le mythe. C'est une bonne idée, parce que là, je voyais vos faces et je suis pas sûr que ça va se passer. Sinon, on va s'en occuper. Alors, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui, Annie, Josiane. Toujours un bonheur d'animer ça avec vous. Maxime, oui. On vous souhaite une super semaine. Je suis de retour, chérie, sur la ligne jaune-orange.
J'suis un peu mal pris à soir, qu'est-ce que tu manges? J'ai passé ma paye au pet shop pis au boule. Parti avec une chick pis un pigeon qui recoule. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca. Saviez-vous que Dave Ouellet, alias MC Gilles, fut le premier directeur de la programmation de Chiz? Malgré les conflits intérieurs, l'être humain serait destiné à faire le bien et il ne devrait pas craindre la mort.